Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Dimanche prochain débuteront les élections municipales et les matins vont se pencher sur les enjeux déterminants qui ont marqué la campagne de plusieurs territoires de France. Nous sommes en compagnie du géographe Jacques Lévy. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, Jacques Lévy, nous allons faire un tour de France des municipales grâce à nos camarades de France Bleu. Mais tout d'abord, votre regard sur les municipales et leurs enjeux. Je pense que ça sera un moment d'affirmation des sociétés locales, de leur diversité. C'est un processus qui a commencé il y a longtemps déjà. Je pense qu'une partie des médias et même de la recherche en sciences politiques s'était fourvoyée dans les années 70-80 en parlant de nationalisation, comme si le destin irrémédiable de la vie politique en France, parce que ce n'était pas du tout le cas déjà ailleurs, c'était qu'il y ait un seul niveau pertinent qui était le niveau national. Et les faits ont largement démenti cette hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a un épaississement, une complexification des sociétés locales qui font que, bien sûr, il peut y avoir une articulation avec les différents niveaux, local, régional, national, européen, mondial, mais avec une spécificité de l'espace local qui s'est plutôt renforcée avec le fait qu'aujourd'hui, une des caractéristiques des sociétés locales, c'est que les habitants, beaucoup plus qu'avant, ont choisi d'habiter là où ils habitent. Et donc, il y a une interface entre les projets des habitants et puis l'existence d'une société locale avec un gouvernement local plus ou moins stable et plus ou moins cohérent. Mais cette interface, elle s'est profondément renouvelée. C'est-à-dire que ce sont les habitants ordinaires qui font très largement la spécificité, la consistance d'une société locale. Donc, c'est aussi ce contexte-là, il me semble, qui marquera l'élection. Alors, on va voir immédiatement cela avec Sandrine Morin. Bonjour. Bonjour. Sandrine Morin, vous êtes journaliste pour France Bleu Occitanie. Vous êtes basée à Albi, mais vous couvrez le Tarn et l'Aveyron. Dans la campagne, à Albi et plus généralement dans le Tarn, tous les candidats ont caché leur étiquette politique. Oui, alors tout, c'est beaucoup dire, mais clairement, ça revient très, très régulièrement. Ne surtout pas dire que j'appartiens à un parti politique, ne surtout pas dire que je suis soutenue par un appareil. Vraiment, la phrase qui revient, c'est « mon parti, c'est ma ville et je n'ai pas d'étiquette ». Il y avait encore un débat il y a quelques jours où la maire sortante d'Albi dit « moi, je suis la seule qui ne suis pas soutenue par un parti politique ». On lui rétorque « mais vous avez quand même le soutien des Républicains ». Elle dit oui, j'ai le soutien, mais surtout je ne l'ai pas demandé. Et puis il y a la candidate en face, plus à gauche, qui redit et à souhait, j'allais dire, je ne fais partie d'aucun parti politique, je n'en ai jamais fait partie. Et clairement, on sent que pour elle deux, mais aussi pour plein de candidats dans la campagne, c'est un vrai argument de campagne. Alors qu'est-ce qui se passe par exemple dans la ville de Carmaux ? Dans la ville de Carmaux, par exemple, où on dit que le Rassemblement national pourrait prendre la ville, c'est une petite ville de 10 000 habitants, une ville minière, où les mines ont fermé en 1997. Par exemple, à Carmaux, où le Rassemblement pourrait prendre la ville, le Rassemblement a décidé de gommer. Maintenant, c'est devenu le Rassemblement pour Carmaux. Donc, même au niveau du Rassemblement national, c'est compliqué et il faut le faire. Il y a une autre liste plus à gauche, et là, c'est vraiment atypique. C'est-à-dire que c'est une liste qui peut prendre la ville, clairement. Elle fait partie elle est née d'une association, d'un collectif, comme beaucoup de candidats. Beaucoup de candidats disent émerger de collectifs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie pour cette campagne-ci qu'on voit partout et dans toutes les villes. Donc, à Carmaux, il y a un collectif qui a monté cette liste. Et lui, vraiment, ils disent dans aucun de nos candidats n'appartient à un parti politique. Et c'est presque une ligne de conduite de cette liste, et ce pourquoi elle se présente quasiment. Est-ce qu'il y a une influence, une conséquence des Gilets jaunes, Sandrine ? Sur les Gilets jaunes, alors ils sont présents. On sent que justement dans ces listes citoyennes, convergence citoyenne, collectif pour Albi, ce genre de noms qu'on voit, il y a des gens qui ont émergé, qui ont été sur les ronds-points, qui se sont faits à la politique à ce moment-là. Donc clairement, ils sont là. Après, c'est presque comme si les Gilets jaunes étaient un parti politique, j'allais dire. C'est-à-dire que
on fait partie des Gilets jaunes, mais il ne faut pas le dire. Faut pas prendre la couverture à soi et prendre la couverture des Gilets jaunes, c'est-à-dire s'approprier cette étiquette-là, je l'allais dire. Et puis, il ne faut pas tout masquer et tout boucher autour de ça. Donc c'est vraiment un dosage dans ces listes citoyennes très fin et très malin, j'allais dire. Et puis, enfin, quelle attitude par rapport à la République en marche, là aussi, dans ce territoire que vous couvrez, donc le Tarn et l'Aveyron notamment, Sandrine Morin? Ben, c'est compliqué d'appartenir à la République en marche. Il y a quand même des candidats qui disent qu'ils n'ont pas la République en marche honteuse ou l'étiquette honteuse et donc qui revendiquent. Alors pour cela, la campagne, elle a été très difficile. La candidate d'Albi, par exemple, a eu le droit à plusieurs fois sa permanence de campagne visitée, même le jour de l'inauguration. Là, avec le 49.3, ça a été à nouveau le cas. Et puis, il y a des candidats qui sont La République en marche, mais qui disent j'y vais avec cette étiquette et je me sacrifie presque. C'est une manière, je les ai appelés les candidats sacrificiels parce qu'ils savent que dans des territoires où il y a très très peu de chance, où les gilets jaunes ont été très forts, où il y a eu beaucoup de manifs pour les réformes des retraites, ça va être très très compliqué pour eux et ils sont là vraiment pour presque de la figuration. Une réaction, Jacques Lévy. Vous êtes géographe et vous allez nous accompagner pour évoquer justement la manière dont les municipales se déroulent durant ce Tour de France que l'on va faire ce matin. Oui, ce qui est décrit là n'est pas complètement nouveau, en particulier quand les municipales se trouvent dans un moment de mi-mandat présidentiel et législatif. La tentation que le parti au pouvoir donc ne soit pas très populaire, elle est classique. Là, ce qui est nouveau, c'est que tous les autres partis aussi sont en difficulté et qu'un candidat à l'élection municipale, il trouve plus habile de ne pas se réclamer d'un parti national. Mais je pense aussi que mon parti, c'est la ville, ça correspond à quelque chose qui peut paraître absurde, parce que si tout le monde a le parti de la ville, il n'y a plus de compétition politique. Mais en fait, c'est l'idée qu'il peut y avoir des découpages politiques propres à la société locale qui ne correspondent pas exactement aux découpages nationaux, tout simplement parce que la société n'est pas la même et les enjeux politiques ne sont pas les mêmes. Donc ça ne serait pas choquant qu'il y ait, comme dans un certain nombre de pays, plutôt sur le continent américain d'ailleurs, parce qu'en Europe, le poids des partis nationaux est plus fort, qu'il y ait des partis municipaux correspondant à une ville et à une élection. En tout cas, Sandrine Morin, on n'assiste pas du tout au retour de ce qu'on a appelé le vieux monde, c'est-à-dire le monde des partis, dans ce que vous observez au cours de cette campagne pour l'élection municipale. Mais pas du tout, c'est-à-dire que vraiment sur les affiches, c'est gommé. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que nous, en tant qu'observateurs, on a du mal à avoir, je ne sais pas, le sujet qui fait monter ou vraiment parce que finalement, il est vraiment propre à chaque ville, j'allais dire même à chaque quartier. Donc finalement, c'est vraiment une élection municipale à proprement dit, c'est-à-dire sans grande thématique qui est là. On discute du trottoir, on discute de la salle qu'il faut construire ou pas. Vraiment, les partis sont totalement effacés pendant cette campagne. Avec des problématiques très locales, dites-vous. Merci Sandrine Morin. Je rappelle que vous couvrez le Tarn et l'Aveyron. Et merci à France Bleu Occitanie qui nous a permis d'assurer la liaison. Bonjour Stéphane Barbereau. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Bleu Nord à Lille. Vous qu'observez-vous avec la nouvelle candidature de Martine Aubry à Lille ? Martine Aubry qui a 69 ans, en effet, qui est maire depuis 2001, qui avait dit qu'elle s'arrêterait là en 2020. Et puis la situation qu'elle juge exceptionnelle avec l'élection d'Emmanuel Macron, avec un certain nombre de réformes sociales et qu'elle juge totalement inégalitaires, eh bien l'obligerait, ce sont ces termes, à en gros jouer un rôle de paroi politique, de paroi sociale face à Emmanuel Macron. D'où la justification de cette quatrième candidature.
Et il faut aussi relativiser forcément ces justifications par le fait qu'elle a eu bien du mal à préparer une succession, Martine Aubry, et qu'en effet, aujourd'hui, si le PS veut garder son beffroi lillois, elle était la seule en capacité de le faire. Et les sondages qui sont publiés jusque-là la donnent en effet pour l'instant gagnante. Mais alors, est-ce que l'étiquette partisane, parce qu'on vient de voir... Ouais. Avec France Bleu Occitanie, celle-ci se cachait plutôt. Est-ce que là, à Lille, Non. on revendique son étiquette ? C'est difficile de se cacher à Lille, d'abord par des personnalités qui sont fortes. Martine Aubry, elle n'est pas du genre à cacher son étiquette socialiste. Et il y a face à elle son ancienne directrice de cabinet qui est passée à la République en marche, Violette Spielbout. Elle aussi ne cache pas son étiquette, même si à un moment, elle a dit qu'elle n'était pas forcément macroniste. Et puis elle est revenue un petit peu là-dessus. Il y a aussi la République en marche non macroniste. C'est ça. Elle a mis un peu d'eau dans son vin parce qu'elle a bien compris que ça pouvait un peu crisper le parti présidentiel. Il y a quand même Gérald Darmanin qui est pas très loin de Lille ici et qui était quand même un des poids lourds du gouvernement. Et puis il y a aussi Marc-Philippe Daubresse, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Les Républicains, lui aussi difficile évidemment de cacher son étiquette. Et puis Europe Écologie Les Verts, mais ça c'est à peu près partout pareil en France. C'est sans doute le parti qui revendique le plus son étiquette parce que c'est vrai que ce sont des thèmes porteurs, l'écologie, l'environnement. Donc c'est à l'inverse un étendard qu'on porte très haut dans le ciel quand on est à Europe Écologie Les Verts. Quels sont les thèmes qui ont dominé la campagne, Stéphane Barbero ? Alors avant tout, c'est justement l'écologie, l'environnement. Tous les principaux candidats le mettent en avant, même ceux qu'on n'attendrait peut-être pas forcément sur ce terrain, notamment la droite, l'environnement, en une des tracts de Lille, tout simplement parce que c'est l'une des villes les plus polluées de France. Une quarantaine de jours de pic de pollution l'année passée, pollution particules fines, près de 70 jours en 2018. La mauvaise qualité de l'air, elle serait responsable de 1700 morts prématurées par an dans la métropole, selon une étude de Santé publique France. C'est aussi une ville très embouteillée, souvent plus d'une centaine de kilomètres de bouchons le matin dans la métropole lilloise, qui est la 4e plus importante en France, 1 200 000 habitants. C'est aussi la ville la plus minérale de France, il faut le savoir, 14 mètres carrés d'espace vert par habitant. Il y a une raison, l'histoire, le patrimoine. C'est une ville flamande avec comme symbole les pavés et il y a aussi une très grande densité de population. Donc tous les candidats rivalisent de coulées vertes à créer, de miroirs d'eau, de fontaines à construire, de forêts urbaines pour rafraîchir les Lillois en cas de canicule notamment et pour leur donner plus globalement un petit peu plus d'air au quotidien. Je vois Jacques Lévy, le géographe qui est à côté de moi, qui opine du chef. Une réaction, Jacques Lévy? Oui, je pense qu'en fait, on est dans une situation paradoxale en ce sens que la petite révolution qui a eu lieu à l'échelle nationale avec l'élection d'Emmanuel Macron, en fait, elle s'était déjà produite avant dans les grandes villes. Le fait de changer de thématique, que ce soit surtout l'environnement, la mobilité, la mixité sociale, l'urbanisme, qui soient centraux, des thèmes centraux dans l'action municipale, c'est quelque chose qui s'est mis en place depuis en fait une vingtaine d'années. Ça a peut-être commencé à Grenoble dans les années 70, 60 même, on pourrait dire. Et ça s'est étendu dans toutes les grandes villes, ce qui fait que les thèmes classiques qui opposaient la gauche et la droite avec plus d'État-providence ou plus de soutien aux entreprises, c'est quelque chose qui est dépassé depuis assez longtemps et les maires des grandes villes se ressemblent en fait, quelle que soit leur apparente étiquette politique, que ce soit Bordeaux, Lille, alors Marseille est peut-être un peu à part, mais Paris depuis 2001. Donc en fait, le paradoxe, c'est que malgré ce qui devrait servir finalement à Emmanuel Macron, à la majorité, le fait que c'est plutôt le clivage progressiste, réactionnaire qui s'impose depuis longtemps dans les villes, comme la République en marche n'a pas été au rendez-vous de ce point de vue-là des enjeux locaux, que Emmanuel Macron a un peu raté son entrée dans les enjeux locaux, du coup, le paradoxe, c'est que son parti est plutôt en difficulté alors qu'il devrait... on pourrait l'imaginer, être sur une autoroute, sur un boulevard. Stéphane Barbero, d'autres thèmes qui seraient dans la campagne, par exemple la sécurité qui, je crois, est un thème important à Lille notamment. Oui, la sécurité, c'est vrai que c'était un thème qui est très discuté. Il y a notamment des quartiers populaires, quartiers périphériques de Lille où le trafic de drogue est très important. Personne ne s'en cache, tout simplement parce que Lille est pas loin de la frontière belge, qui est souvent un lieu de dépôt du trafic de drogue qui part
gare de Rotterdam aux Pays-Bas, et ensuite depuis Lille, eh bien, on emploie le terme de plaque tournante, même si c'est un peu forcé ce terme, mais il peut franchement s'appliquer ici à la région, parce que après ce trafic peut aller jusqu'à la région parisienne, des trafiquants qui sont très très organisés, et du coup la maire sortante qui n'a jamais forcément affiché qu'elle installait des caméras de vidéosurveillance, mais maintenant elle le dit un petit peu plus clairement. Elle évoque 5000 caméras aujourd'hui à l'échelle de la ville, en comptant celles qui sont dans tous les bus, dans tous les métros, dans tous les tramways, en comptant également celles qu'elle a fait installer dans les halls d'immeubles des bailleurs HLM, et évidemment ses opposants de La République En Marche et de droite veulent aller encore plus loin en installant systématiquement des caméras dans les rues, en armant aussi la police municipale. Et alors, est-ce que le coronavirus change quelque chose? Parce que là aussi, on se demande, c'est quelque chose qui sature en ce moment l'actualité. Est-ce que vous voyez un impact de cette épidémie ou de cette crainte d'épidémie sur la manière dont se déroulent les municipales, Stéphane Barbero? Écoutez, j'étais hier matin sur le marché de Oisem, marché très populaire, le plus grand marché sur l'île le dimanche matin. Il y avait de nombreux candidats, dont Martine Aubry, mis à part vous dire qu'elle ne serrait pas les mains, mais qu'elle mettait vous savez, des coups de coude à l'envers aux nombreuses personnes qui la saluaient et qui lui réclamaient des selfies. Mis à part aussi que la candidate de La République En Marche avait à peu près une technique presque similaire. Tous me disent que pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. En revanche, ils s'interrogent sur les conséquences que ça pourrait avoir dimanche sur peut-être un peu plus d'abstention de la part de la population âgée, par exemple, qui est une population en général plus favorable au vote Macron ou au vote de droite notamment. Merci beaucoup Stéphane Barbero. Je rappelle que vous êtes journaliste à France Bleu Nord à Lille. Les grandes villes et le coronavirus, Jacques Lévy? Elles sont plutôt épargnées, bizarrement, alors qu'on pourrait penser que, avec toutes les interactions dans les transports publics, dans l'espace public, il y ait plus de cas proportionnellement à la population. En fait, il y en a beaucoup moins. Dans le cas on le voit très bien dans le cas de la Corée du Sud, où Séoul, qui représente la moitié de la population de la Corée du Sud, a très peu de cas. On le voit en Italie, où Milan, c'est étonnant et Milan, la Lombardie est très touchée, mais Milan même est relativement peu touché. On le voit aussi en France, où les grands foyers ne sont pas dans les plus grandes villes. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Je ne sais pas. Le géographe n'a pas d'explication. Voilà, il faudrait peut-être poser la question à des épidémiologues. On va continuer en tout cas ce tour de France des municipales avec vous, Jacques Lévy, et puis avec les autres France Bleu. On va continuer de voir quel est l'impact de ces élections, la manière dont le côté partisan des choses, est-ce que les étiquettes partisanes se rangent maintenant au fond de la poche pour faire campagne? On en parle dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. À quelques jours du début de l'élection municipale, les matins font un tour de France des enjeux locaux qui marquent la campagne de ces élections. Nous sommes en compagnie du géographe Jacques Lévy. Une réaction à ce que mon camarade Frédéric Seyss vient de dire sur l'insécurité dans la campagne et plus précisément à gauche. Oui, c'est toujours intéressant de voir quels sont les sujets qui ne clivent plus, en fait. Et c'est aussi intéressant que de voir ceux qui clivent. Il faut prendre le temps de ce recul. Et effectivement, je pense que les arbres, les caméras de vidéosurveillance et peut-être la citoyenneté, le fait qu'aujourd'hui la démocratie interactive devienne importante, ce sont des domaines qui deviennent consensuels. Qui ne sont plus clivants, et c'est justement peut-être aussi à cause du fait que le clivage gauche-droite traditionnel a fait semblant pendant longtemps de conserver en fait des clivages qui n'en étaient plus, que le clivage gauche-droite lui-même est menacé. Donc en fait, je pense qu'il y a une demande de la société à ce qu'on parle des vrais enjeux et pas des faux enjeux qui ont permis pendant plusieurs dizaines d'années au Parti socialiste et aux avatars, disons, des républicains actuels, de se partager le pouvoir en n'ayant pas forcément des politiques différentes sur tout un tas de sujets. Donc je pense que ça fait partie en fait de la dynamique, et c'est peut-être une chose à suivre dans les municipales, c'est de voir inversement quels sont les nouveaux clivages.
qui vont apparaître. Justement, on l'entendait dans les détails. On parlait tout à l'heure à Lille, par exemple, de la question de la vidéosurveillance. Frédéric Seyss parlait de la question de la police municipale avec les écologistes. Donc, on a affaire à l'intérieur de la question de la sécurité et de différents sur la question des manières de remédier à cette insécurité. Oui, je trouve justement que ces différences se sont atténuées. C'est ce que Frédéric Seyss vient de nous dire. Et que peut-être les vrais enjeux sont ailleurs. Il y a quand même encore un enjeu avec la dépénalisation des drogues. C'est-à-dire que la France est en retard de ce point de vue-là par rapport à plusieurs autres pays européens ou américains. Et je pense que là, il y a ce vieux clivage entre ceux qui s'accrochent à l'idée que les bonnes drogues, c'est-à-dire l'alcool et le tabac, doivent être distingués des mauvaises drogues, même si les mauvaises drogues tuent moins et que leur pénalisation crée des problèmes à la fois de santé publique et de sécurité. Donc il y a toujours des clivages, et c'est peut-être là que ça va venir. Donc il se passe quelque chose de ce point de vue-là avec l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Peut-être qu'on va avoir un mouvement du type PMA, GPA, c'est-à-dire où des opinions minoritaires prennent peu à peu de la légitimité et finalement s'imposent. Nous sommes en ligne avec Paul Ferrier. Bonjour Paul Ferrier. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes journaliste pour France Bleu Gascogne à Dax. Vous couvrez le sud des Landes. Qu'observez-vous au cours de cette campagne des municipales, Paul ? Avec un thème qui s'est imposé à Dax, ville moyenne d'un peu plus de 20 000 habitants, c'est le centre-ville. C'est le thème qui a été mis en tête de gondole par les deux candidats qui sont en lice, la maire sortante d'Hiver Gauche, Elisabeth Bonjean, qui a quitté son étiquette PS, d'ailleurs vous en parliez tout à l'heure, et Julien Dubois, son opposant au conseil municipal, lui, d'Hiver Droite. Pourquoi le centre-ville s'est imposé à Dax ? Parce qu'il y a une problématique, et qui n'est pas d'ailleurs uniquement pour Dax, puisque ce sont ces villes moyennes dont le centre-ville souffre, avec un fort taux de vacances commerciales. En 2016, Dax faisait partie des villes dont le taux de vacances commerciales était un des plus forts en France, avec un habitat au centre-ville qui se dégrade, avec Dax qui était la première ville thermale de France il y a encore quelques années, qui n'est plus aujourd'hui. Et c'est important parce qu'un curiste, c'est environ 2 000 € de retombées pour la ville quand il vient. Et puis forcément, un des problèmes qui se posent, c'est la concurrence entre le centre-ville et ces zones commerciales périphériques qui se sont créées. Il y en a une énorme qui s'est créée à Dax en 2015, qui a doublé de surface qui s'est construit en 2004 et qui a doublé de surface en 2015. Donc voilà, c'est un enjeu qui s'est imposé avec ce centre-ville, et notamment Dax qui fait partie des 211 villes françaises qui a signé une convention avec l'État, cette convention cœur de ville, où l'État propose sur projet de pouvoir financer des éléments de rénovation de ce centre-ville. Et donc c'est autour de cette question-là que les choses se cristallisent à Dax. Et oui, et avec la question de la mobilité, parce que les centres-villes, c'est une chose, mais bien souvent, ce qui pose problème, c'est leur accessibilité, Paul. Oui, parce qu'il y a la concurrence avec ces grandes zones commerciales où les parkings sont gratuits, où on y accède facilement. Il y a une rocade qui a été construite pour y accéder. Et en face se pose la question du stationnement, par exemple, à Dax, avec une discorde entre les candidats sur le nombre de places gratuites et les nombres de places à faire payer. Il y a aussi les deux candidats qui proposent, et là c'est un sujet qui finalement va traverser à peu près toutes les thématiques de ces campagnes municipales. Les deux candidats veulent des bus gratuits à Dax pour pouvoir notamment amener les gens des quartiers extérieurs en direction du centre-ville facilement et contourner ces problématiques de stationnement, et bien sûr d'aborder ainsi la question environnementale. Et donc ça permet d'apporter quelques solutions. Il n'y a pas que ça d'ailleurs pour le centre-ville, puisqu'il y a le stationnement, il y a les bus gratuits, mais la maire actuelle, Elisabeth Bonjean, dit on ne retrouvera pas les centres-villes d'il y a 30 ans, parce que les modes de consommation ont changé. Il y a cette concurrence des zones commerciales périphériques, mais il y a aussi par exemple la consommation sur Internet, et ce qui fait qu'il faut trouver d'autres solutions. Et l'un des grands projets, par exemple à Dax, c'est la reconstruction des halles historiques avec des thématiques à l'intérieur qui vont parler aujourd'hui, comme le circuit court, le bio, les producteurs locaux. Et c'est peut-être ça qui va modifier le visage du centre-ville dans les années à venir. On voit en tout cas que les habitudes de consommation ont changé et que les villes doivent
réussir à faire face à cette modification qui se fait bien souvent au détriment de ces centres-villes, Paul Ferrier? Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens dans cette campagne qui expliquent que, par exemple, peut-être l'avenir des centres-villes, ça sera les commerces de bouche, de proximité, pour que les habitants puissent y retourner et vivre dans le centre-ville. Mais encore une fois, Dax est une ville qui a une population qui est vieillissante, donc il faut aussi réattirer des actifs dans ce centre-ville. Et là, ça passe par exemple par la réhabilitation des façades, de l'habitat qui devient compliqué. Donc ça nécessite beaucoup de moyens. Alors il y a un candidat, celui de l'opposition, qui veut tout refaire du sol au plafond dans le centre-ville. La maire actuelle qui dit non, on va continuer les efforts qu'on a fait, qui a tout de même réussi à attirer une grande enseigne on va la citer, la Fnac, dans le centre-ville et au-dessus des halles qui sont en construction. Et voilà, ce sont des combats pour essayer de ramener au centre-ville ces problématiques-là, mais en même temps, quand on voit dans les dernières années le nombre de mètres carrés de surface commerciale extérieure qui ont été construites, ça pose un problème. Et les deux candidats assurent et promettent qu'il n'y aura plus d'autorisation d'extension de zones commerciales périphériques dans le mandat qui arrive. Mais si l'on regarde par exemple à Dax, ils ont signé la convention cœur de ville avec l'État, donc pour des financements en 2018. Et en 2018, il y avait encore des autorisations d'extension des zones commerciales périphériques. Donc il va falloir trouver cet équilibre-là pour pouvoir, et c'est ce que cherchent les candidats, pour pouvoir refaire vivre ces centres-villes de ces villes moyennes. Bon, alors ça, c'est une question qui parle évidemment au géographe que vous êtes, Jacques Lévy. Oui, ce que je disais tout à l'heure, que une des spécificités des élections locales, c'est que les habitants ordinaires jouent un très grand rôle dans la construction de ce qu'est la société locale par leur choix, pour autant qu'ils aient des choix avec des contraintes, bien sûr, notamment financières ou autres. Les gens qui décident d'habiter dans une petite ville, ils n'ont pas les mêmes attentes que ceux qui décident d'habiter dans une grande ville. Et on constate dans toutes les enquêtes que ceux qui habitent dans les villes petites ou moyennes, ils considèrent que, par exemple, c'est inadmissible que le stationnement soit payant quand on va faire ses courses. C'est inadmissible de déposer sa voiture à plus de 100 mètres de la boutique ou du magasin où on va faire son shopping. Donc, c'est assez logique dans ces conditions qu'il y ait une contradiction qui vient pas tellement de l'offre de la part des autorités ou du système économique, mais plutôt de la demande. Et donc, c'est un peu illusoire de croire qu'en ripollinant les façades, on va régler ce problème. Et s'ajoute une autre chose, c'est le fait que, c'est un non-dit d'ailleurs de la campagne, le fait que les élections municipales, en fait, ne traitent pas des bons espaces, puisqu'il y a une fragmentation des communes en France et que l'intercommunalité, jusqu'à un certain point, a créé un espace un peu plus proche de l'espace réel de vie des Français, mais qu'il n'y a pas d'élection démocratique de la direction, de la présidence, des conseils d'intercommunalité. Donc en fait, on fait semblant de vivre dans l'ancien système où on élit des maires tout-puissants, alors qu'en fait, ces maires ne le sont plus. Or, justement, dans ce type de petites villes ou de villes moyennes, souvent ce n'est pas l'ensemble de l'aire urbaine qui est en crise, c'est juste le centre, et en partie par les choix des habitants. Donc l'enjeu, il me semble important, c'est qu'il y ait un moment, un lieu où les citoyens puissent discuter de la stratégie d'ensemble de l'aire urbaine, et pas seulement morceau par morceau. Paul Ferrier, une dernière chose sur le plan des étiquettes partisanes, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Est-ce que là, les candidats brandissent leurs étiquettes ou est-ce qu'au contraire, ils les cachent ? Ah bah ça c'est caché, puisqu'on a eu la surprise lors de l'annonce par exemple de la campagne de la maire sortante, lorsqu'elle s'est déclarée, de découvrir qu'elle avait rendu sa carte du Parti Socialiste. Ah bah surprise. Elle nous a expliqué qu'elle l'avait fait il y a un an, aucun journaliste local n'était au courant, et donc elle s'est annoncée comme quasiment une candidate de la société civile, alors qu'elle était socialiste depuis un quart de siècle. La même chose pour son
opposant, qui était un membre de Les Républicains il y a encore peu, et qui là se déclare sans étiquette, mais a tout de même en deuxième sur sa liste une personne investie par La République En Marche. Mais ils ne veulent absolument pas le dire. Il n'y a aucun logo sur toutes les affiches. Et effectivement, dès qu'on leur pose la question de l'étiquette, on sent qu'il y a une réaction épidermique en disant non, on est sans étiquette. Et pourtant, on sent que les électeurs, eux, en ont besoin de ces étiquettes et continuent à réfléchir avec ça. Et notamment, ça se cristallise notamment sur La République En Marche par rapport aux problématiques nationales. Et ben voilà, c'est une nouveauté. Effectivement, dans cette campagne, merci beaucoup Paul Ferrier et merci à France Bleu Gascogne. On va dans l'Hérault. Elisabeth Badinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à France Bleu Hérault. Alors, dans l'Hérault, on observe des alliances politiques qui ne sont pas des alliances politiques traditionnelles, notamment entre militants, les Républicains et le Rassemblement national. Effectivement, c'est une forme d'alliance qui se révèle sur plusieurs villes emblématiques du département, sur le littoral et dans le sud du département. Il y a 3 villes à prendre comme exemple. Tout d'abord, Sète, Sébastien Pacul. Il était jusque-là adjoint au maire d'hiver droite et il va se présenter contre le maire sortant avec le soutien du Rassemblement national. Un choix qui a fait l'effet ici d'un petit séisme car il n'était autre que l'ancien président des Républicains dans l'Hérault. Robert Ménard est venu lui apporter son soutien. Robert Ménard, maire de Béziers, est venu lui apporter son soutien lors d'un meeting en janvier. Marine Le Pen est venue en février. Et il faut savoir qu'à Sète, le Rassemblement national fait déjà de très bons scores, 28% au premier tour de la présidentielle par exemple. Et certains créditent cette liste de Pacul, enfant du pays, de plus de 25% des voix dimanche prochain. C'est donc un prétendant très sérieux à la mairie. Alors il y a un autre exemple dans l'Hérault, c'est la ville de Lunel, à l'est de Montpellier. Mi-janvier, ce sont 7 militants les Républicains qui annoncent avec fracas qu'ils rejoignent la liste du Rassemblement national. Cette alliance est initiée par un militant les Républicains inconnu jusqu'alors. Il s'appelle Clément Serna, il a 27 ans et il se présente comme filioniste, mais il se dit déçu par son parti dans cette ville où le maire sortant, il faut le savoir, est soutenu à la fois par les Républicains et la République En Marche. Et pour cette élection, il va d'ailleurs revendiquer son appartenance aux Républicains. Il continue, cet homme, de revendiquer son appartenance aux Républicains malgré cette alliance avec le Front National. Et puis, il y a une troisième ville. Oui, il y a une troisième ville, Frontignan, 23 000 habitants, là aussi tout près de Sète. C'est Gérard Prateau, qui est conseiller régional Rassemblement national, qui se présente, lui, cette fois, sans étiquette. Il a pris ses distances avec le parti. Le Rassemblement national était pourtant en tête à la présidentielle ou aux dernières européennes. Mais lui, il ne veut pas l'étiquette, car en fait, il se revendique du modèle Robert Ménard à Béziers. Il veut une liste d'alliances pour en fait briser le plafond de verre. Eh oui, donc en fait, c'est vraiment une constante, dites-vous, Elisabeth Badinier. Mais alors, pourquoi observe-t-on cela particulièrement dans l'Hérault ? Quelles sont les spécificités locales qui permettent d'expliquer que ce choix, cette configuration-là, soit aussi répandue dans la région que vous suivez ? En fait, l'Hérault, c'est un peu un laboratoire de cette union des droites. Il y a d'abord, évidemment, la personnalité de Robert Ménard à Béziers, qui a été élu maire aux dernières municipales. Et lui, depuis déjà plusieurs années, il défend cette union des droites. Alors, il a échoué à l'imposer sur un plan purement idéologique. Son mouvement Ost à droite pour créer cette vaste coalition des droites a fait chou blanc. Elle n'a attiré finalement que quelques intellectuels de second rang. Mais cette fois, il est en train de l'imposer plus sur le plan électoral, c'est-à-dire qu'il attire à lui une partie des responsables de droite, là où la droite est en situation critique, comme à Sète ou à Frontignan. D'ailleurs, les 2 têtes de liste de Sète et Frontignan désignent Robert Ménard comme un exemple à suivre, pour ne pas dire un vrai maître à penser. Et puis, il faut dire que l'Hérault, c'est aussi un terrain fertile historiquement. Dans le Languedoc, la droite républicaine a une expérience de coalition même officieuse avec l'extrême droite. Souvenez-vous des régionales de 98. Le président de la région s'appelait Jacques Blanc et pour avoir une majorité à la région, il avait fait alliance officieusement avec l'extrême droite. Les villes où ces coalitions se montrent d'ailleurs au grand jour sont des villes où l'extrême droite est hégémonique depuis des années. Lunel, par exemple, les listes Front National au municipal dépassent les 30% et ça date pas d'hier, ça date largement des années 90. Ah oui, ça veut dire que c'est pas complètement nouveau à cet égard, Elisabeth Badinier.
Mais non, effectivement, on en parle à Lunel, c'est pas totalement nouveau que cette extrême droite prenne le dessus, mais elle n'avait pas réussi jusque-là à conquérir les électeurs, car il y avait toujours eu une sorte de front républicain. Là, aujourd'hui, on s'affiche bien plus ouvertement. Les politologues font souvent référence ici à Jacques Chirac, qui a toujours considéré qu'il y avait cette ligne infranchissable qui sépare l'honneur de l'infamie, cette fameuse alliance avec l'extrême droite. La logique Jacques Chirac de cordon sanitaire a tenu pendant des années, mais là, elle prend un sérieux coup de griffe. On le voit avec des alliances qui sont maintenant carrément officielles, comme à Sète ou à Lunel. Et puis, il y a aussi ce poids de Robert Ménard qui, finalement, est en train de l'emporter sur le plan idéologique. Cette stratégie est portée par le Rassemblement national lui-même. On a eu Thierry Mariani qui est venu soutenir les listes du Rassemblement national dans l'Hérault, à Sète et à Lunel. D'ailleurs, à Lunel, il décrit, Thierry Mariani, que c'est un désert pour la droite, puisque les Républicains en sont réduits à faire liste commune avec La République En Marche. L'Hérault est un exemple de là où la droite, à force de collaborer, se décompose. C'est une citation de Thierry Mariani lui-même lorsqu'il était en visite dans l'Hérault. Et puis de son côté, les Républicains, ils tentent de minimiser toutes ces alliances. Ils disent que ce sont des cas très isolés. Mais c'est vrai qu'il reste plus grand-chose de cette digue entre la droite et l'extrême droite. Il n'y a plus que quelques pointillés. On sait aussi qu'elle s'est montrée déjà très affaiblie sur d'autres scrutins. Au départemental, quand il reste un candidat d'extrême droite et un candidat de la droite traditionnelle, la gauche, joue le jeu de cette alliance et de ce front républicain. Mais quand il s'agit d'un candidat d'extrême droite et d'un candidat de gauche au second tour, là, la droite, elle regarde un petit peu du côté de l'extrême droite. Alors c'est vrai que ce moment, on peut le dire, est historique pour la droite dans l'Hérault. Les Républicains disposent d'un certain nombre de communes importantes dans ce département, mais on sent clairement que le Rassemblement national n'est pas loin. Et les sortants vont manifestement ne pas devoir bouder complètement les accords avec le Rassemblement national s'ils veulent l'emporter. La tentation de l'extrême droite est immense. Elle se joue maintenant au grand jour, non plus dans les secrets des partis comme il y a un peu plus de 20 ans dans la région. Mais oui, elle est complètement assumée, dites-vous. Merci beaucoup, Elisabeth Badinier, rédactrice en chef à France Bleu Hérault. Une réaction rapide, Jacques Lévy. Oui, en effet, c'est pas nouveau et on pourrait élargir l'espace concerné. Ça va en gros de Toulon à Perpignan et c'est d'autant plus manifeste qu'on est dans des petites villes. Le fait est que là encore, le choix des habitants joue un rôle. C'est-à-dire que les centres des petites villes ont été vidés de leur substance, ont été siphonnés par le fait que tant les anciens habitants que les nouveaux ont préféré habiter dans le périurbain. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une métalepse, une figure du discours où on inverse la cause et l'effet. Ensuite, ceux qui ont été les acteurs de ce siphonnage des centres-villes incriminent d'autres de leur propre action et disent qu'il n'y a plus que des pauvres et des étrangers dans les centres. Et donc, dans un contexte plutôt favorable pour d'autres raisons aussi au Front National puis au Rassemblement National, évidemment c'est un élément favorable à sa progression. Et donc on va voir si des villes comme Sète ou comme Arles, qui ont fait le choix d'un développement culturel pour se rapprocher finalement de la ville qui s'en sort bien de ce point de vue-là, qui est Montpellier, est-ce que ça va marcher ou est-ce qu'au contraire, une partie des habitants du centre-ville vont se révolter contre l'expansion du capital culturel de ces villes? Toute autre situation à Besançon. Bonjour David Mal. Bonjour Guillaume, bonjour à votre invité. Vous êtes rédacteur en chef de France Bleu Besançon. Alors Besançon, c'est une ville test parce que la question c'est de savoir s'il s'agira de la prochaine ville écologiste, David. Oui, exactement. En tout cas, c'est ce qu'espère le parti Europe Écologie Les Verts, qui déploie beaucoup d'efforts pour montrer que Besançon est une ville de plus de 100 000 habitants, que le parti Europe Écologie Les Verts a envie de ravir. Pourquoi ? Eh bien, parce que jusque-là, Besançon, c'était une ville PS. Le maire sortant, Jean-Louis Fousseret, ne se représente pas. Il était socialiste. Il était socialiste jusqu'à la dernière présidentielle, parce qu'à ce moment-là, Jean-Louis Fousseret a décidé de changer de parti et de devenir En Marche. Sa majorité a tenu bon, mais elle a été très, très divisée. Et du coup, Anne Vigneault, qui est la candidate Europe Écologie Les Verts, a réussi à rassembler derrière elle le
PC, le parti Génération, une association qui s'appelle À Gauche Citoyen et le PS. Du coup, eh bien, pour cette campagne des municipales, PS, PC, Génération, Europe Écologie Les Verts et À Gauche Citoyen font cause commune. Et dans un sondage de la mi-janvier pour France Bleu, Besançon et l'Est républicain, eh bien, c'est elle, Anne Vignon, qui était largement en tête avec 34% des intentions de vote, 10 points de plus que le candidat de La République En Marche, Éric Alauzet, lui aussi membre de la majorité et lui aussi un ancien d'Europe Écologie Les Verts. Alors on le voit ici, à gauche, à Besançon, la situation est très compliquée, elle est aussi pour cela très passionnante. Il faut comprendre que la majorité qui avait tenu derrière Jean-Louis Fousseret est en train de se diviser pour cette élection et que Anne Vignon, eh bien, est un élément très important pour les partis nationaux. La preuve, c'est que Julien Bayou, Olivier Faure, Pierre Laurent sont venus ici en meeting la semaine dernière et ont dit que Besançon était pour eux le laboratoire de la gauche du 21e siècle. Alors évidemment, tous ont fait référence à Victor Hugo, à Proudhon, à Fourier, les penseurs du 19e et parfois aussi du 20e. Évidemment, la situation est très très importante aux yeux des partis nationaux, vous l'avez bien compris, pour ce cas d'une ville qui fait plus de 100 000 habitants et qui, comme Grenoble, pourrait devenir une ville écologiste. Et alors, est-ce que le thème de la sécurité, par exemple, dont on a beaucoup parlé au cours de cette matinale, est-ce que c'est un thème important à Besançon, David ? Ouais, c'était peut-être pas le thème majeur, mais pourtant il est devenu l'un des thèmes principaux. Au début de cette campagne, c'était bien sûr l'écologie, la transition écologique. On a beaucoup parlé de transport public gratuit. Et puis, à partir de Noël et de la Saint-Sylvestre, eh bien, c'est la sécurité qui s'est imposée comme le thème phare dans cette campagne à Besançon. Pourquoi ? Parce que le quartier périphérique de Planoise, qui est un quartier qui regroupe environ 15 à 20 000 habitants, qui est à l'extérieur de la ville, eh bien, vit depuis quelques mois une situation très très compliquée avec des coups de feu à répétition, un incendie du parking de la fourrière municipale qui a complètement ravagé le supermarché qui était au-dessus, des habitants qui sont donc privés de supermarché. Planoise, qui était bien connu comme un quartier sensible, est devenu tout d'un coup un quartier ultra sensible. Preuve encore, cette nuit, eh bien, il y a eu un coup de feu et un homme est décédé dans encore ce que le préfet du Doubs a dit ce matin sur France Bleu, un règlement de compte entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Planoise est un quartier de reconquête républicaine avec depuis quelques mois un nouveau commissariat avec 16 fonctionnaires de police supplémentaires, mais ça ne suffit pas à enrayer la violence due au trafic de drogue dans ce quartier. Évidemment, tous les regards sont tournés vers les autorités. Que fait la police nationale, que fait la police municipale? Et le sujet qui s'est imposé, c'est donc l'armement de la police municipale. Anne Vignon, elle, est farouchement contre. Ses opposants et une grande partie des 8 autres candidats qui sont en course dans cette élection municipale, eux, sont favorables à l'armement de la police municipale. C'est donc la sécurité qui s'est imposée, alors que personne n'imaginait que ce thème-là serait un thème majeur à Besançon. Voilà, et c'est aussi l'une des constantes de ce Tour de France. Merci beaucoup, David Mal. Vous êtes rédacteur en chef de France Bleu Besançon. Jacques Lévy, un mot de conclusion. Oui, là, dans le cas de Besançon, mais c'est aussi c'est similaire à Strasbourg ou à Rouen. Le parti écologiste tend à prendre la place laissée vide par le PS. Donc, ce n'est pas forcément le signe d'une victoire de la conscience écologique qui, elle, a tendance à se diffuser de façon différenciée dans tous les partis, mais c'est plutôt la question qui se pose d'ailleurs aussi en Allemagne, où l'effondrement du SPD donne une chance aux Verts comme parti de gouvernement. Donc, on va voir si les Verts sont capables de fédérer la gauche traditionnelle d'une façon comparable, voire plus efficace que ce que faisait le PS dans les dernières années. On va voir ça effectivement, mais dans l'immédiat, on va voir la manière dont nos participants à la séquence TTC voient par exemple l'édification des masses. Hervé Gardette avec vous. Bonjour également à Mathilde Sérel et à Aurélien Bélanger. Ça sera le thème de votre billet dans quelques instants, Hervé, l'édification.